Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises. Et aujourd'hui, on a un très très gros morceau, puisqu'on va parler de Gaston Lagaffe, de Pierre-François Martin Laval, avec Théo Fernandez et Pierre-François Martin Laval dans le rôle de Prunel. Je suis Daniel Andreev, je suis face à un public fou. Et ils savent pas encore de quoi on va parler, ils savent pas ce qu'on va dire encore. Et à mes côtés, j'ai mes Gastons en chef, Amandine Schmidt, bonjour. Salut Daniel. Et Vincent Manilève. Coucou. Bonjour à tous. Gaston est arrivé. Ah non, jamais avant midi. Il dit que s'il arrive trop tôt, il est obligé de faire une sieste. Et là, ça bouleverse tout son emploi du temps. Faut pas vous tuer à la tâche. C'était pas prévu. C'est quoi ça? C'est la mouette du nouveau stagiaire, il est trop chou. Personne ne se balade dans un bureau. Il a remplacé l'alarme anti-incendie par l'alarme anti-bruit parce qu'il dit que le bruit c'est le pire ennemi du travailleur. Comme t'as crié. Je n'ai pas crié. Vous voulez pas de temps en temps accepter les règles, suivre les procédures, respecter les normes de sécurité? La sécurité, c'est rarement sa priorité. Mais enfin, Faites quelque chose, Prunel. On va tout y passer. si tu ne peux plus aller jusqu'à ton café, eh bien c'est ton café qui viendra à toi. Trop bien quoi. Je vous présente mon télésiège. On va plus vite sans se fatiguer. On va tout y passer, un par un, jusqu'au dernier. Tout fit pas fait, un par un jusqu'au dernier. Donc, je les ai même pas présentés. Donc, c'est Gaston Lagaffe de Pierre-François Martin Laval, donc un des Robin des Bois. Et dans le rôle principal, c'est Théo Fernandez, donc le sympathique coin-coin des Tuches, mais qui est aussi qui a un très 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 joli rôle dans la série Irréprochable. Et Pierre-François Martin Laval qui joue le rôle de Prunel. Et je vais juste vous dire ce que j'en ai pensé à l'époque où j'ai vu cette bande-annonce-là et je me suis dit, merde, qu'est-ce que j'ai vu? Et je me suis regardé 4 fois d'affilée la bande-annonce en me disant, qu'est-ce que je suis en train de regarder? J'essayais de reconnaître ce qui se passe, j'essayais de comprendre les pourquoi du comment on en est arrivé là. Et le film, je trouve, est intéressant de nombreux points de vue puisque je pense que l'analyse de ce film va être passionnant. En fait, le post-mortem, à la fois par les fans dont on fait partie tous les trois, mais aussi par les gens qui s'attendent à voir une comédie. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer durant ces 2 heures. Et je crois que j'aurais encore besoin de le re-regarder. Voilà, maintenant, qu'est-ce que vous en avez pensé? Amandine, je crois que tu es partante pour en parler. Moi, mon sentiment général, c'est que je suis rassurée, en fait, puisque... Une opinion qui dérange. Ouais. Non, mais à chaque fois qu'il y a une adaptation de BD, on y va vraiment sur nos gardes, en se demandant bien à quel point on a pu abîmer notre jouet d'enfance. Et là, ça va, c'est pas indigne. On se dit, ouf, ça va, il a trop rien cassé, ça tient à peu près la route, c'est bon. Surtout qu'une BD comme celle-là, qui fait partie du patrimoine, qui est un chef-d'œuvre, avec un trait d'une grande expressivité et des gags en une page, c'est vraiment pas évident. Et en fait, il s'accroche à toutes les images iconiques de la BD, qui fait qu'on sait où on est. C'est assez confortable finalement. On a le gaffophone, on a la mouette, le chat, le télésiège dans les bureaux. Donc, il y a même la boule de pétanque. Il y a même la boule de pétanque. Ouais. Donc voilà, tout est à sa place. On se dit, on sait où on est, ça va. Le problème, c'est que ça fait un film qui est aussi assez raide, puisque c'est une espèce de succession de ces images, et ça n'arrive pas à retranscrire l'espèce de poésie qu'il y avait dans l'œuvre originale. Donc, on a un peu du mal à se laisser porter, mais ça va, quoi. C'est vrai qu'il y a un truc que le film ne s'embarrasse pas de faire, c'est de retranscrire un peu la poésie, un peu. Oui, c'est ça, la fantaisie. En plus, Gaston, on y est assez attaché parce que ça représente un peu tous une part de nous-mêmes, puisque c'est cet être qui veut pas travailler, qui aspire qu'au bonheur, qui est en dehors du travail, de l'entreprise. C'est un peu tout ce qu'on voudrait faire, quoi. Et ça, c'est vraiment pas évident à retranscrire. Moi, il y a juste une image qui, je trouve, est mal faite dans le film, c'est que c'est cette image de Gaston dans son hamac aux archives, donc qui dort avec son chat, sa mouette. Et pour moi, c'était vraiment l'image du bonheur, quoi. On fait rien, on écoute de la musique douce, on peut lire des trucs si on veut, et voilà, c'est parfait. Sauf que là, ça se passe pas dans une rédaction de journal, mais dans une start-up. Du coup, Gaston, il est où? Il est pas aux archives, il est à la réserve entre les cartons. Et pour moi, ça fonctionne plus du tout. Donc, je pense que c'est
là, une des majeures erreurs du film, c'est d'avoir complètement zappé la rédaction de Spirou. Alors, on va revenir sur ce point qui est assez important en fait du setup d'ailleurs, qui a valu beaucoup de protestations de la part de l'héritière de Franquin justement. Vincent, qu'est-ce que t'en as pensé toi ? En écoutant Amandine, effectivement, je me suis surpris à me dire qu'effectivement, je suis assez d'accord d'un point de vue visuel, d'un point de vue des éléments marquants de la BD de base. On les retrouve, même Gaston, visuellement, il est courbé en avant. Je veux dire, c'est plutôt réussi d'un point de vue visuel. Après, moi, ce que je trouvais dommage par rapport, enfin, peut-être qu'on parlera du personnage en lui-même, mais c'est que je pense que quand on lit la BD, on s'imagine, on se fait les voix dans sa tête, on essaye d'avoir son interprétation en 4 dimensions, 3 dimensions de ce personnage-là. Et moi, ça correspondait pas forcément. Moi, Gaston, je l'imaginais plus vieux, alors qu'apparemment, peut-être que c'était un ado un peu... voilà, ce genre de choses. Donc, c'est le genre de questions que la BD ne répond pas, en fait. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Donc, il peut y avoir peut-être un petit peu un décalage en se disant, c'est pas tout à fait ça, mais il y a quelque chose quand même, il y a un effort, il y a un vrai effort visuel par rapport à ça. Après, voilà, moi, au-delà de ces personnages et des gags un peu slapstick basiques, il n'y a pas tant de jeu sur les mots, sur le dialogue, etc. Il n'y a pas effectivement de poésie qu'on pouvait avoir dans la BD. C'est vraiment du gag visuel. Voilà, c'est beaucoup d'images de synthèse en fait. Voilà, d'images de synthèse aussi. Donc ça m'a un peu dérangé. Et effectivement, comme Amandine, moi, le cadre qui est complètement différent. Même les murs, c'est du béton. C'est pas des couleurs, des aplats de couleurs basiques, un peu pastel. Moi, ça m'a dérangé. Et même l'idée d'une start-up, c'était un peu étrange. Alors, avant de revenir sur le cadre, il faut parler juste un peu des acteurs. Je trouve que Théo Fernandez fait un boulot assez incroyable, en fait. C'est-à-dire, je le donnais pas du tout gagnant et il arrive à faire oublier complètement, parce que c'est pas du tout mon Gaston. Alors, c'est pas, pour moi, Gaston, c'est un peu un vieux gars, il sent pas bon. Ouais. Et Théo Fernandez, on a l'impression qu'il sent bon, on a envie de le prendre dans ses bras et de lui faire propre. Des câlins. Il fait très propre. Il n'y a pas l'aspect chausson. Enfin, moi, en lisant la BD, j'ai l'impression d'être dans un chausson, dans une charentaise en fait. Je me sentais comme disant une charentaise. J'ai toujours l'image d'un peu genre Serge Gainsbourg, un peu loupé. Ouais, voilà. Mais son pull est impeccable en plus. C'est ça peut-être le truc. Les costumes sont pas mal du tout. Ça aide vraiment à rentrer dans cet univers-là. Et... moi, Théo Fernandez, je le trouve très bien. Et justement, je trouve qu'il met fin à ce débat de quel âge a Gaston, parce qu'il incarne le personnage assez bien, et finalement ça n'importe pas de savoir de quelle génération il est. Et c'est pas évident de jouer un personnage adulte qui est là à dire où est Bubule, où est mon poisson, mais enfin qu'est-ce qui se passe, et faut quand même l'assumer, et il s'en tire vachement bien. Et en face à lui, puisque en fait quelque part c'est une relation antagoniste, il y a Prunelle. Et alors, je suis pas du tout un fan du réalisateur qui joue lui-même Prunelle. Mais je le trouve très efficace en fait. C'est ça qui est bizarre, c'est que en fait, et on va le voir avec tous les acteurs, c'est que je trouve que la somme des acteurs est assez intéressante en fait. Les acteurs sont beaucoup plus intéressants que le rôle qu'ils ont à jouer. Je pense à Alison Wheeler qui est vraiment super en fait. Et je trouve qu'ils ont parfois pas assez de choses à faire, et les gags se perdent très souvent, et parfois il y a des moments où je vois les gags et je me dis ça va resservir plus tard dans 10 minutes, et en fait on le revoit jamais. Je trouve qu'il y a un vrai problème d'écriture en fait. C'est l'écriture du film plus que le reste en fait qui pêche. Mais je pense que tout dépend de la place parce que là effectivement il fallait présenter une dizaine de personnages, et tout dépend de la place qu'on leur laisse. Prunelle a pas mal de place, donc on peut comprendre progressivement la colère qui monte, le quiproquo avec Gaston. Bon après voilà, c'est encore beaucoup de cris dès les premières secondes du film, c'est beaucoup de cris. Mais Ducret par exemple, moi je suis content de le voir dans ce genre de rôle plutôt que dans le rôle d'un mec de comédie romantique où on ne pourra jamais tomber amoureux de ce gars-là. Là, au moins, il assume la partie gaguesque. D'un flic qui met des contredanses, quand même. Oui, voilà. Oui, c'est là non, que mais t'as pas tombé amoureux. Là, effectivement, c'est du Arnaud Ducret que je préfère un peu, on va dire. Oui, on va s'écouter un extrait. Vous êtes arrivé il y a 2 semaines. Vous avez déjà 2 semaines de retard. Au boulot! Monsieur de Messmaker, quel plaisir de vous revoir. On se reverra. Bon, circulez! C'est un mauvais rêve, je vais me réveiller. Ah non, on parle pas de rêver, par contre, ça donne envie de dormir. Non, personne ne s'assoit dans un ressort, non!
cette musique finale, là, c'est des angoisses, genre entre Inspecteur Gadget et le maître des bottes, pour moi, tu vois, c'est point, 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 point. Et cette chanson, en fait, pourquoi s'obliger à finir sur une chanson Comme les ch'tis. Comme les ch'tis, ouais, je crois qu'il y a une espèce de... Il faudrait faire un arc de... Il faudrait faire une infographie. Une compile française. Il y a un vrai problème dans le setup, on le disait, c'est que du coup, c'est plus une rédaction d'un journal. Alors, moi, c'est un argument que je comprends. Les gens qui disent ouais, on s'identifie plus à la rédaction d'un journal. Ayant été journaliste freelance pendant 20 ans dans ma vie, je comprends qu'on puisse ne pas avoir l'image d'une rédaction. Mais par contre, pourquoi faire une entreprise de gadgets ? Une entreprise qui... parce que c'est ça, en fait. C'est qu'ils reprennent des gadgets foireux. C'est des escrocs. Ils reprennent des gadgets foireux pour les refurb, pour en faire des nouveaux gadgets. Qu'est-ce que c'est que cette boîte ? Et surtout, dans cette boîte-là, la problématique Gaston n'a pas vraiment d'intérêt, en fait. C'est-à-dire, il va dans une boîte où on fait déjà du Gaston-ish. Ouais. Et je trouvais que déjà que c'était un vrai problème dans tout le setup du film, quoi. Non, mais ça aurait pu marcher si ça avait été une start-up, mais alors une start-up à la Macron, quoi, où on est vraiment productif. Le point Macron est atteint. Ouais, désolé. Non, mais obsédé par la productivité. Et je sais pas, on aurait pu imaginer de réactualiser la parodie des nuls, des inconnus, de l'entreprise, comme dans Les Trois Frères. Et là, il y aurait eu peut-être un décalage intéressant entre Gaston qui ne cherche qu'à rien faire et la boîte qui veut toujours produire plus. Là, effectivement, c'est une boîte qui donc revend des produits inutilisés, des invendus. Déjà, ça prend beaucoup de temps pour comprendre ce qu'ils font et c'est pas très intéressant. Et en plus, le procédé est pratiquement le même que fait Gaston, donc ça double pour pas grand-chose, quoi. Alors, moi, pour le coup, je trouve qu'il y a un côté peut-être un peu... Ayant travaillé dans une entreprise qui... Ayant travaillé dans une start-up qui a 8 ans. Non, simplement, je trouve qu'il y a un côté un peu... un peu Macron dedans, parce qu'il y a une espèce de volonté de disrupter un peu pour prendre ce mot-là tout de suite, et de refourguer des choses, de passer par des courants un peu alternatifs, etc. Et Gaston, là-dedans, moi, je me suis un peu pris la tête tout seul, parce que je m'ennuyais un peu devant le film, et je me suis dit Gaston qui arrive dans une entreprise qui disrupte et qui disrupte lui-même ce système-là pour le détourner. Est-ce que lui-même disrupte ? Est-ce que lui-même est un peu Startup Nation ou pas ? Et est-ce que au tu final... as actualisé le film, mais tu t'es fait une boule et bill 2, comme on dit chez nous. Mais oui, voilà, et j'avais les mains sur la tête comme ça en train de réfléchir, il y a une veine qui sortait parce que j'étais concentré, et je me suis dit mais au final est-ce que Gaston c'est pas juste un Chief Happiness Officer, un peu comme on a dans les startups, parce que c'est ça en fait, il rend heureux ses collègues. Là, à la fin, la morale c'est ça, mademoiselle Jeanne a dit mais personne nous a aidés comme lui, etc. Et donc je sais pas machines à café qui à quel point sur place voilà, et donc je sais pas si Gaston il fait le jeu de cette start-up ou pas, et donc je suis ressorti un peu confus, voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de confusion. J'ai confusion même alors que tous les personnages sont assez cohérents, quoi. Je veux dire, Jérôme Commander Oui, ça c'est très pub de la MAF. Je reviens. Enfin, je l'aurai un jour, je l'aurai. C'est vrai que j'avais pas tilté. Mais moi, il revient à chaque fois pour... Ce truc de placement pub, je capte pas, moi, à chaque fois. Écoutez, on a bien disserté dessus, mais alors c'est le moment où vous allez dire combien est-ce que vous allez mettre pour aller voir le film de Pierre-François Martin Laval. J'adore le dire en entier, Pierre-François Martin Laval. Amandine, tu vas te lancer ? Non, moi je trouve que c'est un demi-échec, donc je dirais le prix d'un demi-billet. Donc ça nous fait quoi, 5 €? 5 €. Mais 5 €, c'est quand même une moyenne haute, hein, comme dans le Oui, mais il faut saisir l'occasion de dire du bien d'un film, parce qu'on l'a pas souvent en MDR. Donc après, il faut aussi le replacer dans le contexte du Puy Cinematic Universe. Exactement. C'est-à-dire, est-ce que c'est moins bien que le Petit Spirou ? Est-ce que c'est moins bien que le Grand Spirou et Fantasio ? C'est moins gênant. Pour moi, c'est moins gênant. J'étais beaucoup plus mal à l'aise devant Spirou. C'est-à-dire, il n'y a pas eu Fantasio qui mange du caca dans celui-là. Alors, déjà. Qui presse du caca, qui boit le jus. C'est important. Non, mais il faut, factuellement, c'est important. C'est fact-checking de Spirou et Fantasio. Je me permets. Mais par contre, il y avait des bonnes personnes. Il y avait Ramzi Bedia. C'est vrai. Ramzi Bedia qu'on revoit après dans Taxi 5. Il ne faut pas l'oublier. On va en parler dans le prochain MDR. Et toi, alors, tu vas pas y couper, combien tu mets dans écoute, j'ai une pièce devant moi de 2 € que Max Besnard me refuse parce qu'il m'a payé mon Ice Tea tout à l'heure et il refuse de le prendre pour au moins que je rembourse un petit peu cet Ice Tea et que je puisse aller au paradis plus tard. Donc je vais mettre 2 €, voilà, tout simplement, en espérant que lui les accepte après. Voilà. C'est pas dit, tu sais, il est...
Il est omniscient. Il est aragneux, il veut pas. Bon, et maintenant, c'est l'heure de vos recos. Et toi, tu mets combien ? Ah, ça... Alors, si c'est pour le rire, je mets 2 euros, 3 euros. Mais si c'est pour l'analyse d'un produit, vraiment, je trouve que c'est un produit beaucoup plus intéressant que le petit Spirou et que le grand Spirou. Je trouve qu'il y a alors après, c'est un classique de dire que nous on aime la BD, ils en ont fait leur propre interprétation. Je veux dire, c'est toujours le même discours qu'on entend de toutes ces adaptations, toutes quelles qu'elles soient. Moi, j'arrive à peu près à faire une coupure avec le Gaston que j'aimais. Je veux dire, tant qu'ils ne font pas Akira en live, tout va bien pour moi, en fait. Pour l'instant. Voilà, donc je mettrais plus, si c'est pour analyser un produit, genre, qu'est-ce qu'une comédie française qui essaye de séduire un public, parce que l'enjeu, c'est ça, quoi. C'est d'essayer d'avoir un public de gamins, mais ils ne vont pas réussir. Parce que c'est pas non plus un film qui restera dans les annales. Hein. Ouais. Y a pas tu dis que c'est un produit d'analyse intéressant, mais je pense qu'on aura assez vite fini d'en parler, en fait. Ah oui, je pense que c'est même une étoile filante à ce niveau-là. Ça y est, maintenant vous n'allez pas y couper. Amandine, je suis sûr que tu as des recos. Oui, alors je voulais parler d'Irresponsable. Donc c'est une série qui est disponible sur OCS. C'est une petite série de 20 minutes et c'est interprété par Sébastien Chassagne qui joue aussi dans Gaston. Et donc, il incarne Julien, un jeune homme de 31 ans qui est totalement loser, qui n'a plus de boulot, n'a pas de copine et qui revient habiter chez sa mère à Chaville et qui là retombe sur son amour d'enfance et qui réalise qu'il est père d'un enfant de 15 ans qui est joué par Théo Fernandez, donc Gaston Lagaffe. Et donc, il va devoir apprendre... On peut dire que c'est son meilleur rôle aussi. C'est son meilleur rôle. Alors, Théo Fernandez, justement, je trouve que c'est un super acteur parce que dans Irresponsable, il joue pas du tout de la même manière. Il joue un ado de 15 ans qui est assez mal dans sa peau et il a une façon super subtile de mettre ça en scène. Il est vraiment excellent. C'est vraiment un niveau d'acting à l'américaine, quoi. C'est vraiment du underplay extraordinaire. J'ai rarement vu ça, quoi. Il est top. Et donc, Julien va devoir apprendre à devenir père d'un enfant de 15 ans, sachant qu'il est totalement irresponsable, comme le titre l'indique, totalement maladroit, plutôt oisif et tout. Et voilà. Et la série est très, très drôle. C'est joué avec beaucoup de naturel. C'est vraiment chouette. Ça se binge, ce qui est assez rare pour une série française, donc allez-y. Et en plus, c'est une apologie de la glande, et donc je dirais que c'est un peu le Gaston Lagaffe réussi, finalement. Ouais, franchement, c'est ma série française préférée de ces 10 dernières années. Je pèse mes mots, c'est vraiment extraordinaire. C'est sur OCS, donc. Oui. Et la saison 2 vient d'être diffusée. Ouais, et ils ont annoncé qu'ils font la saison 3 et j'ai qu'une hâte parce que la saison 2 c'est une vraie apothéose, quoi. T'as une espèce de... Les 3 derniers épisodes, t'as une montée en puissance incroyable. Mais du coup c'est marrant de voir dans Gaston Lagaffe les 2 acteurs qui jouent parce que t'as envie de dire non mais arrêtez Gaston là, plutôt parlez comme dans la série Irresponsable, c'est vachement mieux. Et toi, Vincent ? Alors, je tiens à signaler que j'ai bingé Marseille, la saison 2, donc il y a d'autres séries françaises. Oui, moi aussi, mais c'est en me disant peut-être ça me servira pour le travail un jour. Voilà, avec les doigts devant les yeux, comme ça, en pleurant. Non, moi, je suis resté un peu sur le délire start-up, et moi, tout simplement, j'avais envie de recommander Silicon Valley, qui est donc une série HBO qui vient de débuter sa 5e saison. En gros, c'est un petit groupe de développeurs dans la Silicon Valley qui va essayer de faire son chemin, de développer son concept. Et voilà, pour moi, c'est extrêmement bien écrit. La 5e saison commence très bien. Et c'est vraiment pour comprendre un petit peu ce domaine-là, le fait de travailler dans des baraques, de louer, de vivre dans un monde ultra cher où il y a des gens qui se baladent en mangeant leur lait d'amande, en buvant leur lait d'amande, etc. C'est vraiment super, un super boulot de Mike Judge. Et voilà, j'ai un vrai coup de cœur aussi pour Martin Starr, qui est une de mes idoles que je peux revoir dans cette série. Voilà, je suis très heureux et pour moi, c'est une vraie comédie de start-up, quoi. Tu m'as convaincu, je n'ai pas encore vu. Bah, fonce. Et pour ma part, je vais recommander... en fait, je me suis demandé qu'est-ce qu'il y a eu comme film qui soit une adaptation d'une bande dessinée et qui, en même temps, qui épouse le modèle du comic strip. Il n'y en a pas eu beaucoup, en fait, parce que Boule et Bill, ils essaient d'avoir une trame narrative. Et en fait, c'est très, très dur d'adapter un comic strip en film ou en dessin animé. Il y a eu Mafalda, à la rigueur, mais j'en ai trouvé un et il est un peu d'actualité. C'est Tonali no Yamada-kun, donc Mes voisins les Yamada, d'un film de Isao Takahata qui est récemment décédé, donc le réalisateur du Tombeau des Lucioles
et de Kaguya, de la princesse Kaguya. Il a pris ce qu'on appelle en japonais un yonkoma manga. C'est un manga en 4 cases, un comic strip. Ça ne racontait absolument rien quand tu le regardes sur papier. Enfin, c'est de l'humour comic strip dans lequel moi j'étais plutôt hermétique. Il en a fait un film extraordinaire. C'est un cas d'école. C'est un film qu'on devrait montrer justement dans les écoles pour leur montrer comment on peut vraiment bien adapter un comic strip tout en gardant sa légèreté, sa poésie et aussi une espèce de versatilité du matériel original. Alors il y a des choses qu'on peut pas faire avec une bande dessinée et Gaston Lagaffe nous le prouve, mais on peut aussi faire autre chose et mes voisins les Yamada de Isao Takahata a prouvé le contraire. Merci à Quentin, le maître gadgetophile à la technique, et merci au public qui est venu en nombre pour nous entendre parler de Gaston. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et sur toutes les applis dédiées, et aussi sur SoundCloud. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, vous l'avez entendu, on va parler de Taxi 5. Grosse gaudriole en perspective. C'est pas la peine de rigoler, Vincent. À bientôt. François Truffaut disait que Johnny Guitar avait été fait sur mesure pour John Crawford. Tous les premiers lundis du mois à 19h sur Séance Radio, retrouvez Flashback. Le film a en effet la réputation d'être le tournage le plus dangereux de l'histoire du cinéma. Pour tout connaître de l'actualité des grands classiques du 7e art, avec Antoine Cyr et Antoine Julien, et sur toutes les applications podcast.